Le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent, c'est maintenant dans Hebdo Santé sur Midi 1. Merci et bienvenue. Dans ce nouveau numéro, nous parlons de la dengue, dont une épidémie a été déclarée en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 5e épidémie enregistrée dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest depuis 2008. Qu'est-ce qui explique donc ces résurgences? Quelle est la situation et comment prévenir cette maladie? Pour répondre à toutes ces questions, des experts avec moi. Nous sommes avec le docteur Fofana Diakalidia. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes entomologiste médical. Exact. Et chef de service adjoint de lutte antivectorielle à l'INHP, c'est l'Institut national d'hygiène publique. Oui, il faut dire que c'est un important département du ministère de la Santé publique, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, plus précisément. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci. Et puis nous sommes également avec monsieur Alexandre Kouakou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes doctorant en sciences de l'éducation, formateur en travail social et président de l'ONG Santé d'abord. Tout à fait. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'être sur le plateau d'Hebdo Santé, d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Quelle est la situation de l'épidémie de dengue qui s'est déclarée en Côte d'Ivoire en ce début d'année 2022? Bien, merci. Je pense qu'avant de donner la situation, permettez-moi de vous adresser les remerciements de notre département, l'Institut national d'hygiène publique, mais au-delà, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, qui depuis la déclaration de l'épidémie, mène beaucoup d'actions dans ce sens. Et cette tribune est pour nous une aubaine pour pouvoir passer un message aux populations de sensibilisation, bien sûr, les amener à un changement de comportement vis-à-vis des lieux de reproduction des moustiques. Alors, s'agissant de la question, la situation actuelle, je peux dire que la situation est sous contrôle, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que nous avons enregistré depuis la déclaration de l'épidémie, je crois 4 ou 5, par le Conseil national de sécurité, 19 cas ont été notifiés. 19 cas notifiés dans 5 districts sanitaires, bien sûr. Le district sanitaire de Cocody-Benjerville, le district sanitaire de Marcory-Trècheville, un des districts sanitaires de Yopougon, un autre district sanitaire de Abobo et à l'intérieur du pays, à Diaké. D'accord. Alors, donc vous avez dit au total 19 cas. 19 cas. D'accord. Et parmi ces 19 cas, 13 ont été notifiés dans le district sanitaire de Cocody-Benjerville. Qui est considéré comme l'épicentre l'épicentre de la maladie. Donc, du coup, les actions de terrain qui ont commencé depuis la semaine passée s'exécutent pour l'instant dans la commune de Cocody, dans le district sanitaire de Cocody. Après, on passera aux autres communes. D'accord. Voilà. Alors, à partir de quel moment on parle d'épidémie? Il faut combien de cas pour qu'on parle d'épidémie de dengue précisément? Bien. Jusqu'à ce que les données ne changent, la dengue est une maladie à déclaration obligatoire. À partir d'un seul cas, on déclare l'épidémie de dengue. En fait, la dengue, c'est une maladie, une fièvre hémorragique transmise à l'homme par les moustiques. Donc, à partir d'un cas, si rien n'est fait, on peut se retrouver à des milliers de cas. Donc, du coup, on déclare l'épidémie. Une fois l'épidémie est déclarée, on passe à la riposte. Et cette riposte va consister à renforcer le système de surveillance. Donc, quand on renforce le système de surveillance, aucun cas ne passe. C'est-à-dire que tous les signes qui font penser à un cas de dengue sont diagnostiqués et les prélèvements sont faits pour pouvoir faire un lien avec les signes à la dengue, bien sûr. Une fois c'est déclaré positif, des actions encore sont menées. Une investigation est faite autour du cas pour savoir les liens avec ce cas-là, le lien que pourrait avoir ce cas avec les autres cas de dengue et autres, et puis circonscrire vraiment j'allais dire quoi, la propagation de la maladie. De la maladie. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, nous,
comme je le dis, cette étape, c'est vraiment la sensibilisation. Et c'est vraiment notre cheval gagnant, en fait. Pour nous, tout ce qu'on fait, ça va être fait circonscrit dans le temps, ne serait-ce que interrompre la chaîne de transmission, mais la communication, la sensibilisation des populations à un changement de comportement vis-à-vis des lieux de reproduction de moustiques, c'est ce que nous recherchons davantage. On passera le message tout à l'heure, on parlera de sensibilisation, des actions entreprises donc pour informer la population. Mais déjà, cette population, est-ce qu'elle connaît la maladie dont on parle, la dengue? Joseph Zécré et Ferdinand Kouakou ont posé la question. Écoutons quelques avis. La dengue, j'en ai entendu parler vaguement comme ça dans les médias. Sinon, je ne sais absolument rien. Je sais que c'est une maladie, et surtout du côté des animaux. C'est ce que je sais. C'est une maladie qui est issue d'une infection, d'une piqûre d'un insecte. Voilà, donc à mon avis, c'est un peu comme l'anophèle qui est l'agent pathogène du paludisme. Je sais qu'elle se manifeste par le saignement du nez, par la grippe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le saignement de nez, la grippe, et puis une forte fièvre, je crois. La dengue, c'est une maladie causée par une catégorie de moustiques appelée dengue. Voilà, il pique généralement la journée. C'est là qu'il transmet la maladie. Ils sont beaucoup dans les lieux stagnants, les lieux très humides. Là, et puis, quand tu as la dengue, vraiment, il n'y a pas de traitement conseillé. C'est ton corps qui fait une réaction généralisée et puis crée des anticorps anti-dengue et puis tu as la guérison. On nous a conseillé d'abord de dormir sous des moustiquaires imprégnés. D'accord, et puis de ne pas laisser les eaux, de ne pas conserver des eaux, c'est-à-dire de toujours changer de l'eau. Lorsqu'on conserve l'eau, il faut toujours changer, parce que là, c'est là que les moustiques se produisent, pour éviter que la maladie se propage. Voilà, ce sont les mesures qu'on nous a demandé d'observer. Voilà, donc là, on a terminé avec les moyens de prévention, ne pas conserver l'eau, monsieur Alexandre. Oui. Ça, ce sont les moyens donc de prévention. Oui. D'accord. Allez, on en parlera avec vous tout à l'heure. D'accord. Alors, la dengue, est-ce qu'effectivement toutes les descriptions données, Dr Diakaridia, nous ramènent à la dengue? Il y a beaucoup qui nous ramènent effectivement à la dengue. La dengue, c'est une maladie virale transmise à l'homme par les moustiques, ils l'ont dit. Le genre de moustique, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est rapproché plus. Ce n'est pas le même moustique qui transmet le paludisme. Celui-là, c'est le moustique du genre Aedes. Il y a un qui a dit qu'il pique la journée. Effectivement, il pique la journée. Et c'est pendant cette piqûre-là que le moustique va pouvoir transmettre la maladie. Mais quelque part, il y a un qui parlait, je crois une dame qui a parlé des signes cliniques. D'accord, elle a parlé d'hémorragie. Là, la situation commence à s'aggraver. Là, c'est sévère. Et quand on observe le saignement, ça devient grave. Oui. On a la phase... Voilà, ça c'est la forme grave. D'accord. Et donc, avant même d'arriver à ces phases-là, voilà pourquoi on recommande vivement que les populations aillent dans les centres de santé dès qu'ils ont l'apparition des signes du paludisme. Je vais dire ça comme ça, parce que ça, on le sait. C'est la fièvre, c'est les céphalées, c'est les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, la fatigue générale et tout ça. Quand on a ces signes-là, pas besoin, pas du tout, c'est déconseillé même d'ailleurs d'aller directement à la pharmacie pour aller se procurer des médicaments du paludisme. Ce n'est pas conseillé. Donc on déconseille ça vivement. Ce qu'on recommande, c'est d'aller dans un centre de santé, surtout le plus proche, pour une consultation, pour une prise en charge. Parce que là, tel que vous le dites, la dengue et le paludisme ont des signes similaires. Ils ont des signes similaires. Vous allez traiter un paludisme alors que là, vous êtes en train de développer... la dengue. La différence clinique qu'on pourrait faire, c'est au niveau de la fièvre. La fièvre, quand on a le palu, c'est intermittent. Mais intermittent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça monte, ça descend. Il y a des moments où, quand tu as le palu, il y a des moments où tu te sens bien même, tu n'as même pas la fièvre. Mais avec la dengue, la fièvre est constante. D'accord. Mais est-ce qu'un citoyen lambda pourra faire cette différence? Même le clinicien, même c'est difficile. Voilà pourquoi on a recours à un examen biologique ici. On fait un prélèvement sanguin pour situer les causes des signes cliniques qu'on observe. Une fois on voit qu'il ne s'agit pas du paludisme, on passe maintenant au test de la dengue. Voilà.
Alors, M. Alexandre, Oui. on assiste donc, comme je l'ai dit, à des épisodes, des épidémies de dengue à répétition. Pour vous, quel est le problème? Merci bien. Je suis heureux d'être ici en tant que président de l'ONG Santé d'abord, ça a été dit. D'abord, je vais dire que l'ONG Santé d'abord intervient auprès de la population pour la sensibiliser à la prévention des maladies depuis 2014 en Côte d'Ivoire. Le problème réel est que la population a du mal à établir un lien entre la maladie et les causes de cette maladie. Donc, lorsque les gens sont malades, dans un premier temps, ils vont espérer guérir sans recourir au centre de santé. Et ce qui fait que la maladie gagne du terrain, l'organisme s'affaiblit de plus en plus et les consultations, lorsqu'elles sont tardives, alors ça devient compliqué. Ça peut entraîner la mort. Et en Afrique, lorsque quelqu'un meurt, on ne dit pas que c'est la maladie qui l'a tué, on dit que c'est la sorcellerie. On va chercher les causes ailleurs. Ailleurs. Lorsqu'il y a des complications, on pense plutôt à un sort au lieu de penser aux facteurs proches de la maison qui ont été à la base de cette difficulté. D'accord. La dengue est potentiellement mortelle, docteur? La dengue est mortelle lorsque on atteint la phase de gravité. Et souvent, ça c'est avec le type 3. Parce qu'il y a quand même plusieurs types. Il y a le type 1, type 2, type 3, type 4. Et type 3, on peut observer des signes d'hémorragie, notamment des saignements au niveau de la bouche, des nez et tout ça. Voilà. D'accord. Alors, vous parliez des signes cliniques tout à l'heure. Oui. À partir donc de l'examen, on peut clairement dire s'il s'agit d'une maladie, de la dengue. Oui, à partir des examens biologiques, on peut clairement donner le verdict s'il s'agit vraiment de la dengue ou pas. Pour précision, nous sommes actuellement dans une épidémie de dengue de type 3. Pour le moment, tout ce qui a été notifié, c'est le type 3. Le type 3 voilà, et le type 3, il est plus dangereux que les deux premiers types. D'accord, c'est le type le plus virulent. Oui, il est très virulent en fait. D'accord, voilà. ok. Donc il faut vraiment faire très attention, il le disait tantôt, avec l'élimination des gîtes larvaires. Pourquoi on revient sur cet aspect d'élimination des gîtes larvaires? Normalement, une maladie, quand on est malade, on pense directement aux soins qu'on doit apporter pour pouvoir guérir. Mais on se retrouve dans le cadre d'une maladie où actuellement, il n'y a pas de traitement j'allais dire quoi, spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de traitement pour la dengue? Il n'y a pas de traitement spécifique. Disons ça comme ça. Parce que quand on a la dengue, le praticien, le médecin va vous prescrire des maladies pour... Des médicaments? Pardon, merci. Autant pour moi. Va vous prescrire des médicaments pour pouvoir... chose qu'on appelle un traitement symptomatique. S'il y a la fièvre. S'il y a la fièvre, agir sur la fièvre, les céphalées, agir sur les céphalées, les douleurs musculaires et tout ça, pour renforcer l'immunité de l'organisme. Et l'organisme même va prendre le pas maintenant pour lutter contre le virus et on peut retrouver la santé. Mais ça peut prendre du temps. Et pendant tout ce temps, vous devenez non opérationnel. Vous n'êtes plus productif à l'école comme au travail. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc, une maladie qui n'a pas de traitement spécifique, une maladie dont le vaccin n'est pas disponible au niveau pays, et une maladie dont on connaît l'agent vecteur, qui est le moustique, alors une sélectivité d'action de lutte est entreprise pour interrompre la chaîne de transmission, à commencer par la sensibilisation des populations, à la reconnaissance, comme je le disais tantôt. Tu vas vous parler des gîtes larvaires, mais c'est quoi un gîte larvaire? Il faut l'expliquer aux populations et si possible même illustrer des exemples à l'appui. Je vais vous dire par exemple des récipients de collecte et de stockage d'eau. Chacun jette un coup d'œil autour de lui, il en retrouve. Je vais vous parler des récipients
récipients ou objets abandonnés, faisons un tour dans les garages, faisons un tour sur les chantiers, faisons un tour même dans notre environnement immédiat. Vous allez trouver des boîtes de conserve, des pots de peinture. Vous allez les trouver. Même dans les jardins où on a beaucoup de fleurs. Vous allez les trouver. Quand je vais vous prendre par exemple le cas des objets de décoration. Les objets de décoration, on en utilise beaucoup, notamment les pots de fleurs qui sont des gîtes, j'allais dire, permanents. Ça n'a rien à voir avec la pluviométrie. Tu as des fleurs, tu dois les arroser. Et quand tu les arroses, et ça va conserver de l'eau qui reste toujours dans la sous-tasse. La sous-tasse, et à tout moment, pendant toute l'année, si vous ne faites pas attention, je m'excuse, ne faites pas attention, vous entretenez le cycle de développement des moustiques. Oui, puisque vous faites le lit aux moustiques. Le lit aux moustiques. Donc, le lien entre la décoration dans nos maisons et le développement des moustiques, il faut que les gens sachent de quoi il s'agit. Une fois ça, c'est sûr, on fera attention maintenant quand on arrose. Il faut apporter la quantité d'eau nécessaire. Si vous avez débordé le surplus là, il faut l'éliminer. C'est cela votre combat, monsieur Alexandre. Voilà, tout à fait. Nous allons au contact de la population pour échanger avec elle, pour leur expliquer le lien entre les facteurs environnementaux et les maladies. Donc, quand on regarde les données de l'OMS, les facteurs environnementaux sont à la base de près d'un quart des décès dans le monde. D'accord. Et nous n'en avons pas suffisamment conscience. Et les populations, quand on échange avec ces populations, elles comprennent bien parce que le message est diffusé à travers des canaux médiatiques. Mais les populations ne se sentent pas toujours concernées. Donc il faut aller au contact de ces populations qui n'ont pas toujours accès à cette information et qui ont des interprétations parfois erronées de ces maladies. Il faut aller au contact de ces populations pour échanger, pour leur faire comprendre et procéder à des démonstrations de destruction de ces sites. Ces populations-là comprennent lorsque vous leur expliquez Bien sûr, elles comprennent. Le fait même d'aller vers elles déjà, elles se sentent valorisées, elles se sentent considérées et elles sont disposées à écouter. Et dans autre chose, c'est qu'elles pensent bien faire. Donc, elle a dit tout à l'heure, avoir des pots de fleurs, ça permet d'embellir le cadre. Ces populations pensent bien faire, mais il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qu'il manque? Ce qui manque, c'est la manière. La manière d'entretenir, la manière de conserver l'eau. On peut réserver de l'eau, mais il faut que ce soit des récipients fermés. Il faut que ça soit fermé. Il faut que ces eaux soient changées au bout de quelques jours, parce que plus ça dure, ça devient un foyer de moustiques. Il ne faudrait pas que la population pense que le fait de dormir sous la moustique imprégnée, c'est suffisant. On l'a vu dans l'élément diffusé, la dengue, ça se propage. Les moustiques se piquent en cours de journée, au moment où vous n'êtes pas encore couché. Et ça, ce sont des informations qu'on peut partager avec la population en étant en contact avec elle. Et le message se veut adapté parce que toutes les populations ne comprennent pas le langage tel que diffusé, parce que leur niveau de langue ne le permet pas, parce que ça ne vient pas de leur leader qui est écouté dans leur localité. Il faut donc l'adapter. Bien sûr, c'est un message adapté. C'est qu'au niveau de l'ONG Santé d'abord, nous avons des représentants dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous avons une action dans une localité donnée, c'est ce référent qui fournit les informations, l'organisation de la société, et comment c'est organisé, est-ce qu'il y a des associations, on ne peut pas outrepasser, on ne peut pas méconnaître cette réalité et nous engager dans une action de sensibilisation fructueuse. Mais là, vous vous sentez interpellé. Lorsqu'on parle de prévention de la dengue, docteur Diakaridia l'a dit, il faut lutter, il faut faire disparaître, donc, je vais dire, les gîtes larvaires. Si on lutte efficacement contre les gîtes larvaires, on vient à bout donc de la dengue. Et là, vous vous sentez interpellé parce que là, vous avez du boulot à faire. Bien sûr, parce que parfois, on estime que le terrain contigu, c'est le domaine de l'État. Donc, on nettoie juste la partie qui concerne la maison et on laisse. Or, les moustiques quittent ces endroits avec ces tas d'ordures, avec ces boîtes délaissées
pour venir piquer les personnes dans la maison. Donc l'action se veut de proximité et elle se veut explicative pour que la population comprenne et s'approprie et change de comportement en y mettant la manière. D'accord. Alors, docteur, en y mettant la manière, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État, vous, en tant qu'Institut d'hygiène, l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé, qu'est-ce que vous faites actuellement en termes de riposte, pour prévenir, je ne sais pas, en termes de riposte, en termes de, dans un premier temps, surveillance? Voilà, dans un premier temps, pour prévenir, on a un système de surveillance pour permettre de détecter le plus tôt quand il y a un cas. Maintenant, quand un cas est détecté, on se retrouve dans une situation d'épidémie. Donc là, on pense à la riposte. C'est ce que je disais tantôt. Et pendant cette riposte, le système de surveillance est renforcé. Il s'agit de quoi, le système de surveillance? Le système de surveillance, maintenant, à ce niveau-là, le système de surveillance va nous permettre de faire recours, d'analyser tous les cas de fièvre qui vont se présenter à nous et faire des analyses biologiques. Vous ne combattez pas le vecteur, puisque le moustique il est en circulation? C'est étape par étape, parce qu'il faut renforcer la surveillance pour pouvoir détecter les cas. Une fois les cas sont détectés, on riposte. Maintenant, dans la riposte encore, il faut renforcer la surveillance, comme je le disais. Donc, quand les cas sont détectés, il y a ce qu'on appelle l'investigation pour chercher à comprendre d'où vient ce cas-là. Est-ce qu'il a un lien avec les autres cas qu'on a pu détecter par-ci et par-là, ainsi de suite, et circonscrire le mal là. Mais de façon générale, ce qui est fait actuellement par le ministère de la Santé, l'hygiène publique, la couverture maladie universelle, c'est la sensibilisation dans un premier temps. Et en plus de la sensibilisation, nos équipes maintenant sont sur le terrain et ils évoluent de quartier en quartier et si possible même avec l'autorisation des propriétaires, en tout cas des chefs de famille et tout ça, on entre dans les maisons pour rechercher les gîtes larvaires et les éliminer. C'est-à-dire que ça, c'est la phase d'élimination des gîtes larvaires. Il y a certains gîtes qu'on n'arrive pas à éliminer. Quand j'étais en train de donner les catégories de gîtes larvaires, les trois premiers qu'on a cités, il n'y a pas de souci, on peut agir sur ces gîtes-là. J'avais parlé de récipients de stockage d'eau, des objets ou récipients abandonnés, ou bien même des objets de décoration. On peut agir sur tout ça, c'est lié à notre comportement, à notre vécu, mais on a un autre type de gîte, par exemple, notamment les pneus. Les pneus aujourd'hui, heureusement que des dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement à travers le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour nous débarrasser de tous ces pneus-là. Mais bien avant que ça ne se passe, nos agents procèdent à des traitements à l'intérieur de ces pneus-là pour pouvoir tuer les larves de moustiques qui sont à l'intérieur. En quoi faisant? En aspergeant un produit insecticide pour tuer les larves de moustiques à l'intérieur des pneus. Parce que c'est la seule solution pour le moment qu'on a. Vous prenez un pneu, par exemple, vous voulez vider le pneu du contenu d'eau qui est dedans. Depuis qu'on est assis ici, tu ne pourras pas. Mais lorsqu'il y a une épidémie de dengue, pourquoi ne pas pulvériser partout dans le pays? Justement, c'est étape par étape. La dernière étape maintenant, c'est la pulvérisation. Et c'est ce que les populations recommandent beaucoup. Mais nous, on pense que ça, c'est limité dans le temps. C'est ça qui va nous permettre, par exemple, de tuer tous les moustiques adultes en activité pendant le passage de nos équipes. Parce que le brouillard d'insecticide qui est émis là, ce brouillard, quand il rentre en contact avec un moustique, et n'importe quel insecte même d'ailleurs, l'insecte meurt. Mais ça ne suffit pas en fait. Voilà pourquoi on met toujours l'accent sur la gestion des gîtes larvaires. Parce que j'aime le dire souvent que le moustique, chez le moustique, la notion d'orphelin n'existe pas. Chez nous, quand on parle d'orphelin, il y a un sentiment de pitié. Il a perdu sa mère. Le moustique, une fois il a sélectionné le gîte larvaire, qu'il a pondu ses œufs, il sait que ces œufs-là vont éclore et vont se développer. Donc vous allez bien tuer les moustiques adultes, mais si vous n'avez pas agi sur les gîtes, les bébés moustiques qui vont éclore, les gens ils passent aujourd'hui, demain. Le moustique, l'œuf qui est pondu aujourd'hui, ça a tout au plus une dizaine de jours, tout au plus. Sinon, au bout de 6 à 5 jours, ça devient un moustique adulte. Donc là, vous êtes... Et si on a fait seulement la pulvérisation,
on nous interpelle. Mais vous êtes passé, l'effet n'a duré que 2 à 3 jours. Oui, l'effet a duré que 2 à 3 jours parce que les bébés moustiques qui étaient dans les gîtes, que vous n'avez pas, sinon on n'a pas éliminé, ils sont devenus adultes. Ils ont besoin aussi de se reproduire, ils ont besoin de sang. Le sang est un élément essentiel pour le moustique, au même titre que l'eau, parce que le moustique a besoin de ces 2 éléments dans notre environnement. C'est les 2, l'eau et le sang. Voilà pourquoi j'ai dit que la sensibilisation est l'élément essentiel même de cette stratégie de lutte. Parce que pour combattre quelqu'un ou combattre quelque chose, il faut étudier, connaître cette chose-là et puis s'attaquer. On sait que le moustique a besoin d'eau. J'ai fait quoi? Il n'y a plus d'eau. Tout ce qui est retenu d'eau autour de moi, il n'y a plus d'eau. Oui. Je sais que le moustique a besoin de sang pour se reproduire. Je dors sous une moustiquaire imprégnée. J'ai des grilles anti-moustiques au niveau de mes portes et fenêtres. Je procède à des traitements intra-domiciliaires et tout ça. J'élimine tout ce qui est moustique dans mon environnement. Si cette action est menée, vous et moi, nous sommes voisins. Quand moi j'ai fait cela, il a dit à un moment donné, les moustiques sont des insectes qui s'envolent. Si moi je le fais, que vous n'avez pas fait, il y a un problème. Bien que j'ai nettoyé chez moi, si on n'a pas mené cette action-là de manière collective, les moustiques qui viennent de chez vous là-bas, s'ils se rendent compte que vous n'êtes pas à la maison, le domicile le plus proche c'est chez moi, ils vont venir chez moi, me piquer là, ils prennent leur repas de sang et puis ils vont aller pondre leurs œufs de l'autre côté. Donc, c'est de mener une action synergique, une action collective contre les moustiques et on peut. Et vous appelez donc la population à la vigilance puisque là l'épidémie court. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Docteur Fofana Diakalitia, je rappelle que vous êtes entomologiste médical, chef de service adjoint de lutte antivectorielle à l'INHP, c'est l'Institut national d'hygiène publique. À travers vous, nous disons merci encore au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Merci pour toutes ces informations. Merci encore à vous, Monsieur Alexandre Kouakou. Vous êtes doctorant en sciences de l'éducation, formateur en travail social et président de l'ONG Santé d'abord. Beaucoup de courage pour vos actions. Merci. On espère que ça va permettre donc de faire reculer la dengue. Nous vous remercions également à travers votre canal Medi 1. Vous partagez, vous diffusez l'information qui touche un plus grand nombre de personnes en vue d'impacter leur comportement. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à vous pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Medi 1.